Bonjour, nous continuons le cours Comprendre les microcontrôleurs. Nous n'avons pas encore beaucoup parlé de microcontrôleurs, mais cette fois nous allons enfin toucher un tout petit peu aux microcontrôleurs sans encore en parler avec beaucoup de détails. Dans ce module, nous allons parler de système séquentiel. Nous parlerons en particulier de comment représenter un système séquentiel par un graphe d'état. Nous regarderons aussi comment réaliser, comment synthétiser une machine d'état pour un système séquentiel. Et finalement, on montrera que la solution la plus simple, c'est peut-être justement d'utiliser un microcontrôleur. On avait vu précédemment ce qu'est un système logique, avec ses entrées, avec ses sorties, et la description avec une table de vérité pour autant qu'il s'agisse d'un système combinatoire, et on va justement voir des systèmes qui ne sont pas combinatoires aujourd'hui. Pour vous convaincre que tous les systèmes ne sont pas combinatoires, je vous propose un exemple. En plus, cet exemple, nous allons l'utiliser durant tout le cours, enfin à plusieurs occasions, en tout cas nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors j'essaie de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est un système de perceuse. On a des pièces qui doivent être percées au moyen d'une mèche, ici le moteur qui fait tourner la mèche. Et lors d'une utilisation manuelle, l'ouvrier devait placer la pièce au bon endroit, la fixer, et ensuite faire descendre la perceuse à une certaine vitesse jusqu'en bas, puis ensuite remonter pour dégager la mèche. On souhaite automatiser ce processus. Et alors, on va rajouter à notre dispositif, ici, un petit bouton Start qui va permettre de démarrer, de lancer le percement au moment où la pièce aura été fixée. Et donc, je rappelle le scénario, la perceuse doit descendre jusqu'en bas, puis doit remonter jusqu'en haut et s'arrêter. Première question qu'on pourrait se poser. Le système qui commande le moteur vertical, quelles sont ses entrées, quelles sont ses sorties? Pour le moment, combien d'entrées a-t-il? Combien de sorties a-t-il? Alors, la réponse, effectivement, est que le système a 3 entrées et 2 sorties. Je vais vous l'expliquer. Quelles sont les entrées dont on a besoin? Tout le monde pense qu'il y a effectivement une entrée qui s'appelle Start. Ça n'est pas trop difficile à trouver. Y a-t-il d'autres entrées? Oui, il y a d'autres entrées. Une entrée qui s'appelle Bas, qui correspond au fait que j'ai dit que quand la perceuse était arrivée en bas, il fallait remonter. Donc il faut bien un système de détection qui donne l'information lorsqu'on est arrivé en bas. Il s'agit en l'occurrence d'un interrupteur de fin de course qui donne cette information. Et de la même manière, on a un signal qui note qu'on est arrivé en haut. En ce qui concerne les sorties, le moteur qui se trouve ici, c'est lui qui va permettre de faire descendre et de faire monter le dispositif. Il y a un seul moteur, mais il y a besoin de 2 valeurs pour le commander. Pourquoi? Eh bien parce que ce moteur en fait a 3 modes de fonctionnement. À certains moments, il est arrêté. À certains moments, il tourne dans un sens qui correspond à la descente, et à un autre moment, il tourne dans l'autre sens. Et donc, ces 3 modes de fonctionnement du moteur doivent être représentés par au minimum 2 sorties. Par exemple, une sortie qui s'appellerait avance et une sortie qui s'appellerait recul. Donc, nous avons notre système avec les 3 entrées, avec les 2 sorties. Tentons naïvement de voir si une table de vérité va nous permettre de le décrire. Prenons la première ligne de la table de vérité. Nous avons Start qui est à 0, haut qui est à 0, bas qui est à 0. Le fait que Start soit à 0 signifie que l'ouvrier n'est pas en train de presser sur le bouton Start. Le fait qu'on soit ni en haut ni en bas laisse entendre que la perceuse est quelque part au milieu, et d'après le fonctionnement que j'ai décrit tout à l'heure, si elle est au milieu, c'est qu'elle est par exemple en train de descendre.
Alors effectivement, on pourrait mettre ici une valeur 1 suivie d'un 0 qui correspondrait au fait que le moteur avance. Mais évidemment, ce serait aussi possible d'être dans la situation où alors on est en train de monter, c'est-à-dire qu'on est à 1 pour le recul et à 0 pour l'avance. Donc pour cette seule ligne, on a deux valeurs différentes de sortie. Donc le système n'est pas un système combinatoire et en quelque sorte, on peut tirer un trait sur la table de vérité. Elle n'est pas utile dans ce cas-là. Il faut trouver une autre manière de représenter notre système séquentiel. Ce qu'on va utiliser, c'est un graphe d'état. L'idée, c'est de trouver des états à notre système. Alors, les états correspondent au fait qu'on peut dire le système est en train de. Il est dans une situation stable, par exemple, il est à l'arrêt, ou bien il est en train de descendre, ou bien il est en train de monter. Et dans ce cas-là, ce n'est pas difficile de trouver qu'on a effectivement ces trois états qui sont présentés là. À chaque état correspond très clairement les valeurs des signaux avance et recul. Pour l'arrêt, on a avance et recul qui sont à 0. Pour la descente, avance est à 1 et recul est à 0. Et c'est le contraire pour la montée, recul est à 1 et avance est à 0. Qu'est-ce qui va nous permettre de passer de l'état arrêt à l'état descente? Eh bien, on va appeler ça une transition. Je vais dessiner ici une flèche qui va nous permettre de passer de l'arrêt à la descente. Quelle est la condition qui est liée à cette transition? Eh bien, évidemment, c'est le bouton Start. On va se poser la question, est-ce qu'il y a une transition qui permet de passer de descente à arrêt? Eh bien, on se rend compte qu'avec le scénario que j'ai décrit tout à l'heure, il n'y a pas de situation où on passe de descente à arrêt. Lorsqu'on a terminé la descente, on doit remonter, mais on ne doit pas s'arrêter. Donc, en fait, cette flèche n'existe pas, donc je vais tout simplement l'enlever, il n'y aura pas besoin de la dessiner. De la même manière, on aura des transitions de descente à montée et de montée à arrêt, de telle manière que finalement, notre graphe d'état se présente de cette manière-là. Je rappelle, on a des états, représenté par exemple un ovale. On a des transitions. À chaque état est associé un nom, mais surtout associé des valeurs de sortie. Et à chaque transition est associée une condition pour que cette transition soit passée, soit validée. La question qui se pose maintenant, c'est comment réaliser, avec les circuits logiques que l'on connaît, des portes logiques, des bascules, notre système séquentiel, notre machine d'état, à partir du graphe d'état que nous avons décrit. Alors la solution se présente de la manière suivante. Étant donné qu'on a des états et que ces états doivent être maintenus, on va utiliser deux bascules qui vont permettre de mémoriser la valeur de avance et la valeur de recul. On va ici prévoir une horloge qui va un certain nombre de fois par seconde en permanence, par exemple à une fréquence de 100 Hz ou de 1 kHz, recalculer le nouvel état pour le mettre sur les sorties. Comment peut-on calculer ce nouvel état? Eh bien, on a besoin d'un système combinatoire. Certes, ce système combinatoire va utiliser comme entrée les entrées de notre système séquentiel, les fameux signaux start, bas et haut, mais ils ne sont pas suffisants, on l'a vu tout à l'heure, on a également besoin de reprendre l'état présent pour calculer l'état futur. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, si je suis en train de descendre, c'est parce que je suis en train de descendre que je dois continuer. Ce n'est pas les entrées qui me le disent. Et si j'étais au contraire dans la même situation avec start, bas et haut qui sont à 0, mais que je suis dans l'état de monter, je dois continuer à monter. Donc l'état présent est réutilisé pour calculer l'état futur. Et alors l'état futur est présent ici et il est chargé par le coup d'horloge dans les deux bascules qui est donné donc par cette horloge, par cet oscillateur. À noter que ces deux bascules ont la même horloge et on parle dans ce cas-là de système séquentiel synchrone. C'est le terme technique qui est utilisé.
Il faut maintenant réaliser le système combinatoire, qui est donc un sous-ensemble de notre système séquentiel. Il a 5 entrées. Oh là là, ça signifie qu'il a 32 lignes, puisque le nombre de combinaisons possibles de 5 entrées, c'est 2 à la puissance 5, c'est-à-dire 32. Ah, visiblement, je ne vais pas avoir la place sur mon tableau ici. Je vous avais dit toutefois que lorsqu'on parlait de tables de vérité, on n'était pas du tout obligé de les faire dans l'ordre binaire traditionnel. Et en fait, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de parcourir mon graphe d'état en mettant les valeurs, et on va voir que les choses vont se passer relativement bien. Je commence par me dire, je suis dans l'état arrêt avec recul et avance qui sont à 0. Quel est ou quels sont les états futurs possibles de cet état arrêt? Eh bien, en fait, il y a 2 cas. Il y a le cas où on va rester à l'arrêt et le cas où, au contraire, on va passer à la descente. Vous êtes d'accord que ici, ça représente l'arrêt dans les 2 cas. Ici, je reste à l'arrêt. Ici, je passe à la descente. J'ai les mêmes valeurs qu'ici. Qu'est-ce qui va permettre maintenant de savoir si on doit rester à l'arrêt ou au contraire passer à la descente? Eh bien, c'est tout naturellement le bouton Start. Lorsqu'il est à 0, on reste à l'arrêt. Lorsqu'il est à 1, on va passer à la descente. Et au fond, peu importe les valeurs de haut ou de bas dans ce cas-là. Et vous voyez que cette manière, au fond, de noter, ici avec ces X, cette ligne représente en fait 4 lignes de la table de vérité, puisqu'on a les combinaisons avec 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et la même chose pour la ligne suivante. Alors on peut maintenant continuer notre parcours de notre graphe. Je vais voir ce qui se passe lorsque je suis à l'état descente. Et de nouveau, il y a 2 cas possibles. Le cas où je continue à descendre et le cas où je vais au contraire passer à la montée. Et qu'est-ce qui va déterminer si on reste à la descente ou si on passe à la montée? Eh bien, c'est tout naturellement le fait que bas soit atteint ou qu'il ne soit pas atteint. Et de nouveau, on ne s'inquiète pas des valeurs de start et de haut pour ce choix de l'état futur. Et finalement, je peux terminer maintenant mon parcours en prenant le cas où je suis cette fois à la montée, les 2 cas où je suis à la montée. Je peux rester à la montée ou au contraire, je peux passer à l'arrêt. Et cette fois, c'est l'état du haut qui va influencer l'état futur. Et les boutons Start, les valeurs de bas ne sont pas importantes. J'ai terminé le parcours de mon graphe d'état. Je n'ai pas terminé ma table de vérité. Je vous avais en fait dit qu'il était indispensable que tous les cas soient prévus dans la table de vérité. Donc je dois encore signaler ce cas-là, quelles que soient les valeurs de A, de haut, de bas et de start. Quand j'ai cette valeur à 1 pour avance et 1 pour recul, c'est un attaque qui n'est pas prévu. Par conséquent, ça semble être une erreur technique en quelque sorte. Par exemple, lorsqu'on alimente notre montage, on pourrait tomber par hasard dans cet état-là. Et évidemment, dans ce cas-là, il faut rapidement revenir à l'état neutre du système qui est l'état arrêt. Et cette fois, j'ai une table de vérité qui est complète. J'ai ici 4 lignes, 4 lignes, 4 lignes, 4 lignes, 4 lignes, 4 lignes, 8 lignes. J'ai donc bien en tout mes 32 lignes de ma table de vérité. Ça va être relativement simple maintenant, à partir de cette table de vérité, de trouver la formule logique avec les expressions de l'algèbre de Boole. C'est exactement ce qu'on avait fait dans les systèmes combinatoires. Par exemple, ce 1 ici correspond au fait que bas est à 1, recul est à 0, avance est à 1. Donc bas, recul barre, avance. Pour un autre exemple, ce 1-là correspond au fait que bas est à 0, recul est à 0, avance est à 1, bas, barre, recul, barre, avance.
et donc les et logiques ici pour regrouper chaque fois les deux termes. J'ai donc ma formule définitive. C'est alors facile maintenant d'avoir le schéma qu'on va pouvoir dessiner avec des portes OU et avec des portes et. Alors voilà donc le schéma logique que nous avons dessiné tout à l'heure. Vous reconnaissez les entrées ici sur des interrupteurs avec affichage des valeurs pour qu'on voit bien, le système combinatoire avec les inverseurs pour avoir les signaux inversés, les deux bascules qui vont donc prendre les sorties des portes OU pour les enregistrer, l'horloge qui va permettre de valider et d'enregistrer l'état, ici les deux sorties avance et recul, et l'utilisation de ces valeurs pour le système combinatoire selon donc le schéma. Alors maintenant, on va se placer dans une situation réaliste. La perceuse est en haut et l'utilisateur va bientôt presser sur le bouton Start. Et lorsqu'il presse sur le bouton Start, voilà, la prochaine fois que l'horloge est pressée, on passe bien dans le mode avance. On peut presser d'autres fois sur le clock, ça ne change rien. Comme le système va descendre, il va quitter le haut. Voilà, il ne se passe toujours rien. L'utilisateur va cesser de presser sur le bouton Start puisqu'il voit que le démarrage a bien été fait. Il ne se passe toujours rien à la sortie, on ne change pas d'état, on descend toujours jusqu'au moment où on arrive en bas. Et à ce moment-là, on passe effectivement à la montée, recul est activé. Et on va conserver cet état malgré le fait qu'on va quitter le bas puisque la perceuse remonte. Et c'est seulement au moment où on va arriver en haut que le système va se retrouver dans l'état initial où on est arrêté. C'est bien joli d'avoir fait la simulation, mais nous souhaitons maintenant réaliser ce montage. Le réaliser d'une manière concrète avec des circuits intégrés logiques tels qu'on en a parlé dans les derniers chapitres. Voilà donc notre schéma complet avec le schéma bloc et le détail du système combinatoire. Pour réaliser l'horloge, on pourrait utiliser un circuit du type NE 555. Ceux qui ont fait un petit peu d'électronique le connaissent très bien. Et pour la petite histoire, c'est le circuit intégré le plus fabriqué au monde depuis sa conception il y a une quarantaine d'années. Et j'ajoute encore que sa conception a été faite par un ingénieur suisse qui travaillait à l'époque dans la société américaine Signetix. Pour réaliser les bascules, les deux bascules que nous avons ici, on va utiliser un circuit, par exemple, du type 74HC74. Pour réaliser le système combinatoire dont on a le schéma ici, on va utiliser un circuit intégré qui contient 3 portes NAND à 3 entrées. Ce circuit s'appelle le 74HC10. On va même avoir besoin de 2 de ces circuits intégrés pour pouvoir avoir ces 2 portes. Et il faudra également utiliser un circuit du type 74HC04 qui permettra de fournir les inverseurs dont on a besoin pour les différentes valeurs qui sont inversées ici à l'entrée. Donc finalement, si je compte 1, 2, 3, 4, 5 circuits intégrés pour réaliser ce petit automate qui commande donc notre perceuse. Ça n'est plus un schéma digne du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes capables de réaliser avec un seul circuit intégré. Il existe aujourd'hui une solution plus simple que la solution qui utilise les circuits logiques traditionnels. Et, vous l'avez probablement deviné, cette solution, c'est un microcontrôleur. Ce microcontrôleur a justement les pattes qui nous arrangent bien. La masse, le VCC pour les 2 alimentations. Ces 3 pattes pourront être utilisées comme entrée. Ces 2 pattes pourront être utilisées comme sortie. Et on a même ici une fonction reset qu'on pourra utiliser par exemple pour l'arrêt d'urgence de notre perceuse. Je vous présente même ici le schéma de mise en œuvre de ce circuit intégré. C'est extrêmement simple. Il faut le brancher. Il faut rajouter quelques composants discrets, une résistance et un condensateur, c'est bien peu de choses. Et on peut entrer ici avec les 3 signaux. On aura ici les sorties. Alors il reste une partie un petit peu mystérieuse qui est cette partie-là,
avec ce connecteur de programmation, on aura évidemment l'occasion de reparler avec plus de détails. Il est tout de même à noter que lorsque vous achetez ce circuit intégré, votre montage ne va pas marcher. Parce qu'un microcontrôleur, ça doit être programmé, et c'est justement le but de ce cours d'apprendre aussi à programmer ces microcontrôleurs. Alors j'ai tenté l'expérience de programmer un microcontrôleur selon la logique qui nous est inspirée par ce schéma-là. Ce programme que j'ai écrit n'est pas optimal. On verra dans quelques leçons des manières plus élégantes d'écrire ce programme, mais il fonctionne parfaitement bien. On remarque que l'horloge ici, qui permet beaucoup de fois par seconde de recalculer l'état courant, elle est au fond donnée par cette information ici, boucle, avec un début et une fin. Ce programme va effectivement être répété en permanence, ce qui jouera à peu près le même rôle que l'horloge. Maintenant, les entrées ici doivent être lues. On a des procédures de lecture de ces signaux pour le start à partir de la patte start, pour le bas à partir de la patte bas, etc. Même chose pour le haut. Ensuite, on a notre système combinatoire qu'il va falloir programmer. On reconnaît ici les formules de tout à l'heure, sauf que la syntaxe est un tout petit peu différente. Voilà le « et » logique, voilà le « ou » logique, et voilà l'inversion logique. Et finalement, on a donc nos signaux avance plus et recule plus, qui correspondent donc aux sorties du système combinatoire et donc aux entrées des bascules. Il faut maintenant que les bascules soient implémentées sous forme d'enregistrement de la valeur qu'on vient de calculer dans une variable avance, la même chose pour recul. Et finalement, il faut que les sorties soient mises à disposition à l'extérieur du circuit par la procédure Digital Write, en signalant que le signal avance doit être copié dans la patte qui correspond à l'avance, et la même chose pour recul. Nous avons donc découvert un peu les systèmes séquentiels en regardant comment il est possible de les décrire avec un graphe d'état, de les réaliser avec une machine d'état, dont la réalisation physique est parfois un peu compliquée avec des portes logiques et des bascules. Et finalement, on a aussi vu que le microcontrôleur allait nous aider à réaliser de manière beaucoup plus simple un tel montage.